aujourd'hui, évidemment, parmi vous, certains viennent des Antilles, d'autres de l'autre côté de l'Afrique, du côté de Madagascar. On nous dit que c'est des gens, des Africains qui ne sont plus africains. Voilà, c'est aussi le produit de notre rencontre avec l'homme blanc ou avec le monde occidental. Donc voilà, vous me parlerez de traite négrière ou commerce des esclaves ou commerce triangulaire. Voilà, évidemment, des Européens venaient en Afrique avec la pacotille, l'échanger contre des hommes valides, des hommes forts, des jeunes capables de tout faire, qu'ils amenaient en Amérique, je ne dirais pas aux États-Unis, mais je dirais aux Amériques, dans des plantations pour leur faire travailler. Voilà. Donc évidemment, certains, vos grands-pères faisaient partie de cette communauté. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle évidemment nous sommes là pour parler encore de cette renaissance africaine en tant qu'Africains de la diaspora, mais aussi voilà, certains évidemment, comme je l'ai dit tantôt, un arabe restera toujours un arabe, quelle que soit la partie du monde dans laquelle où il est, pareil, un Israélien, même s'il est américain et fait partie d'une structure qui fait du lobby israélien en Amérique, ça signifie aussi l'attachement des Israéliens à l'Israël. C'est pareil pour la communauté africaine. Les Afro-Américains, vous me direz, mais voilà, je vais commencer par le grand-père pour évoquer quelqu'un que certes n'ignorez pas. Il s'agit évidemment de Du Bois. William Du Bois, évidemment, fait partie de ces Africains de la diaspora qui ont apporté beaucoup de choses à leur continent. Évidemment, il s'agit des environs de 1903 où il avait déjà lancé l'association pour la progression des gens de couleur, la NACP. Et donc, évidemment, après avoir lancé ça, il est parti en Angleterre ou encore était en formation des jeunes étudiants qui allaient devenir les leaders de nos indépendances. Vous me parlerez de Kwame Nkrumah, que vous connaissez certes le mieux, mais aussi il y a Jomo Keïta et il y a Georges Padmore de Tinat. Évidemment, après lui, il y a quelqu'un aussi qu'on ne peut pas oublier dans la diaspora. Il est issu des Antilles, il est issu de la Jamaïque. Il s'appelle Marcus Garvey. Marcus Garvey, évidemment, a déporté son combat, lui, aux États-Unis. Et à Harlem, en 1918, il a organisé une rencontre internationale. En 1920, il a consolidé avec un congrès déjà où regroupé plus d'1 million d'Afro-Américains. Et là-bas, ce qu'il leur disait, évidemment, c'était pas réveille-toi Jamaïque ou réveille-toi Africain d'Harlem ou Africain d'Amérique, mais c'était plutôt réveille-toi Afrique, réveille-toi Éthiopie, pour dire que voilà, toute leur vie, évidemment, toutes leurs pensées et tous leurs moyens financiers, ils l'ont dépassé pour votre Afrique, pour l'Afrique que vous avez aujourd'hui, l'Afrique que nous avons, et voilà, pour l'Afrique pour laquelle nous sommes là aujourd'hui et nous continuons à œuvrer. Donc voilà, évidemment, quand je parle de l'apport de cette diaspora, c'est vous montrer évidemment comment ça leur tenait à cœur, bien vrai, que voilà, ils étaient déportés de leur continent mère, un continent évidemment qui à cette époque, faut pas l'oublier, était encore sous le joug colonial. Voilà, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin de 1884. Évidemment, chaque pays d'Europe occidentale se travaille une partie, comme on se partage un gâteau. Voilà, c'était ça le partage de l'Afrique. La France s'était taillée une grande partie, l'Afrique occidentale française, l'Afrique centrale française. Certains d'entre vous sont issus de ces parties, mais aussi l'Angleterre s'est taillée du nord au sud, de l'Égypte jusqu'à Johannesburg, vous me direz. Voilà, donc les pays hispaniques, Guinée équatoriale, d'autres modèles, la République arabe sahraoui, mais aussi, voilà, les pays lusophones, Cap-Vert, Guinée-Bissau et Angola. Voilà, l'Allemagne qui avait des possessions va perdre ses possessions, évidemment, suite à ses défaites au niveau des guerres mondiales. Et donc, voilà, ça sera pris entre la France et la Grande-Bretagne. Évidemment, quand ils faisaient le combat, ils se donnaient à fond pour l'Afrique et pour l'avenir du continent. Ils savaient que, évidemment, le continent n'était pas ce qu'ils voulaient. Le continent était dominé, colonisé. Et déjà, des partis avaient commencé l'assimilation, surtout dans les colonies francophones, où, évidemment, la politique française était d'essayer d'assimiler ces colonies en français. Voilà, essayer d'effacer leur culture par, évidemment, une négation de la culture de l'homme noir. L'homme noir a été déshumanisé à cette époque, comme on dit. Mais voilà, dans les colonies anglaises, évidemment, l'Angleterre laissait à ses colonisés la liberté, évidemment, d'adopter et de continuer leur culture. C'est cette Afrique, évidemment, qu'ils ont confronté. Leur Afrique, à eux, c'était pas, voilà, leur souhait, c'était pas de voir l'Afrique colonisée. C'était de voir, voilà, que toutes ces sociétés libres, travaillant pour eux-mêmes et pour leur propre développement, soient leur société. Mais voilà, le destin en avait décidé autrement. L'Afrique colonisée, vous me direz, mais l'Afrique colonisée, est-ce que cette Afrique n'avait pas une élite?